Captain Max. Lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre. Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Podmax Comics. Le podcast qui ne jure que par les tortues mutantes fans de pizza, des justiciers nocturnes et des démons au point surdimensionnés. Sauf pour aujourd'hui. Et oui, je délaisse les gratte-ciel de Gotham pour voyager au cœur d'un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous l'avez compris, je délaisse le comics le temps d'un épisode pour parler de BD franco-belge, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'Astérix. La bande-annonce de la nouvelle série Netflix Astérix et le combat des chefs fut un véritable coup de menhir pour moi, qui, à elle seule, a réussi à raviver la flamme que je croyais éteinte depuis l'enfance. Un univers que j'avais totalement délaissé sans trop de nostalgie, jusqu'à ce qu'il me tombe à nouveau sur la tête, réveillant d'un coup l'envie de reprendre une grosse dose de potions magiques, préparée par le grand druide Alain Chabat. Nous reviendrons d'abord sur la naissance de notre petit héros, puis nous découvrirons comment il est devenu une véritable icône populaire. Ensuite, je vous parlerai de ma découverte des premières aventures d'Astérix en bande dessinée, et enfin, nous ferons un petit détour par quelques adaptations animées, jusqu'à la plus récente signée Alain Chabat, disponible sur Netflix, et tout ça en moins de 20 minutes. Tout commence en 1959, quand le duo René Goscinny et Albert Uderzo décident de créer une série pour un tout nouveau magazine jeunesse du nom de Pilote. En à peine 2 heures, inspiré par une chanson d'Henri Salvador, ils inventent Astérix, une œuvre mêlant humour, aventure et satire. Le 29 octobre de la même année, juste avant 1960, Astérix le Gaulois fait sa première apparition dans ce journal. Avec seulement une seule page, cette nouvelle mascotte française séduit instantanément les lecteurs. En seulement quelques mois, 10 pour être plus précis, et 38 numéros du magazine, les lecteurs peuvent enfin découvrir l'histoire complète du premier album, publié par la suite en 1961 chez Dargaud sous forme de compilation. Si ce premier album s'est écoulé à seulement 7000 exemplaires, le succès d'Astérix ne tarde pas à exploser. Chaque année voit naître une nouvelle aventure, avec même 2 albums en 1965, puis 3 en 1966. Rapidement, Astérix devient un phénomène mondial, traduit en plus de 100 langues, vendu à des centaines de millions d'exemplaires, adapté au cinéma, en dessin animé et même en jeux vidéo. En 2023, Astérix et l'Iris Blanc a même été la BD la plus vendue en France, avec plus de 1,6 million d'exemplaires écoulés. Rien que ça. Mais en 1977, un coup dur frappe l'univers du petit Gaulois. René Goscinny meurt d'une crise cardiaque alors qu'il travaillait sur Astérix chez les Belges. Après la publication de cet album en 1979, Albert Uderzo décide de fonder sa propre maison d'édition, baptisée Albert René. Il prend ainsi en main la publication, la diffusion et les adaptations d'Astérix, assurant à la fois plus de liberté artistique et, avouons-le, une meilleure part des revenus. Il scénarise et dessine alors 10 albums, qui divisent les fans. Certains estiment qu'ils n'atteignent pas la qualité des œuvres signées Goscinny. En 2011, rachète la maison d'édition. C'est Jean-Yves Ferry qui prend la relève de 2013 à 2023, signant 5 albums, et aujourd'hui c'est Fab Caro qui écrit les nouvelles aventures d'Astérix, avec l'Iris Blanc en 2023, et un prochain album bientôt, pour octobre 2025, nommé Astérix en Lusitanie. Mais qu'est-ce qui fait que ce petit Gaulois a autant de succès ? Eh bien, c'est justement ce que j'ai tenté de découvrir en me lançant dans la lecture des premiers albums du petit blondinet moustachu. Astérix le Gaulois, c'est le point de départ d'une aventure devenue mythique. Il fallait donc que je commence par là. Mais à la lecture, on comprend tout de suite que c'est une BD d'une autre époque. Déjà graphiquement, Uderzo n'a pas encore affiné son style iconique, et les dessins paraissent parfois un peu étranges. Les designs des personnages et leurs proportions ne sont pas encore totalement définis. C'est assez perturbant en 2025, même si le dessin s'améliore au fur et à mesure que les pages défilent, heureusement. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu le film d'animation Astérix le Gaulois de 1967, qui adapte parfaitement cette BD, je vous invite à y jeter un œil, rien que pour le look très surprenant de ces personnages, et surtout Astérix, avec ses bras qui touchent presque le sol quand il marche. Côté scénario, Goscinny pose les bases avec une histoire simple et efficace, mais qui manque encore un peu de cette finesse humoristique, de ce second degré que l'on associe désormais à Astérix. J'ai presque l'impression de lire une BD de gag à la Léonard ou Gaston Lagaffe. C'est principalement de l'humour de situation, sur le visuel et l'absurde.
Alors oui, il y a de l'humour verbal dans les dialogues, mais le récit de fond n'est pas encore aussi satirique que par la suite. C'est plus direct et moins subtil que ce dont je m'attendais. Cependant, et étonnamment, toutes les bases de l'univers sont déjà présentes. Le village gaulois, présenté sur la carte au début de l'histoire, le binôme Astérix et Obélix, même si ce dernier est encore un peu discret pour ce premier album, les 4 camps romains, la potion magique, et etc. Il ne manque plus qu'idée fixe. Même si c'est loin d'être désagréable à la lecture, c'était sympa de découvrir l'origine de la licence monstre que va devenir Astérix par la suite, mais sans plus quoi. Par contre, je veux bien croire qu'en 1959, cette BD devait être un vrai coup de fraîcheur pour les lecteurs, et que l'attente entre chaque numéro de Pilote devait être longue, pour celles et ceux qui attendaient de découvrir la suite des aventures du petit Gaulois au casque ailé. C'est pour cette raison que je n'ai pas non plus attendu longtemps avant de passer au second album, Astérix et la Serpe d'Or. Astérix et la Serpe d'Or, deuxième album de la série et publié à l'origine en 1962, est déjà un vrai bond en avant par rapport au premier. Déjà, dès que j'ai ouvert les premières pages, j'ai été étonné par le visuel. Ça n'a rien à voir avec le précédent, le style d'Uderzo a énormément évolué. Les proportions des personnages sont quasiment celles que l'on connaît aujourd'hui, les visages plus expressifs, les décors plus fournis, et pour 1962, je trouve que c'est très propre et très vivant. Côté scénario, là aussi, on monte clairement d'un cran. Goscinny commence à affirmer son style, à injecter plus de subtilité, plus de dialogues qui font mouche, et surtout, un vrai rythme narratif. L'histoire est toujours aussi simple, mais bien plus efficace pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'on sort du village gaulois et des camps romains que l'on ne connaît que trop bien aujourd'hui, puisque nos 2 compères vont visiter Paris, ou plutôt Lutèce. Deuxième raison, Obélix, qui devient enfin le véritable Obélix. Obélus partoutatis redevient Obélix. Comme je vous le disais juste avant, dans le premier album, il était un peu en retrait. Ici, notre Gaulois enveloppé prend enfin de la place. Enfin sa place. Il a beaucoup plus de dialogue, de claques et de quoi le définir en fait. Son duo avec Astérix fonctionne parfaitement, car ils sont tous deux complémentaires, ça crée un contraste et donc des situations plus variées, et ça donne du relief à chaque scène, où chacun met en valeur l'autre. Le petit rusé et le grand costaud, ce qui permet aussi d'éviter d'avoir qu'un seul héros un peu trop parfait, de trop complet. Ça rend l'histoire plus riche et plus crédible, en plus de répartir les compétences pour que chaque lecteur puisse avoir son petit chouchou. Et puis surtout, c'est intéressant pour les scénaristes, puisque ça permet d'écrire des dialogues vivants, avec moins de monologues, des chamailleries, un dynamisme et une évolution dans leurs relations. Du coup, dans cet album, Astérix et Obélix doivent aller chercher une serpe d'or dans la grande ville de Lutèce, pour Panoramix. Sauf qu'une fois là-bas, rien ne va se passer comme prévu, et nos amis vont devoir déjouer un trafic illégal de serpes. L'humour va donc gagner en richesse, avec beaucoup plus de satire, de jeux de mots et de quiproquos dans une aventure mieux construite et mieux dessinée. C'était donc bien plus plaisant à lire, et on sent que la machine est enfin en marche, que nos auteurs ont compris quelle route emprunter avec leur série, car dans Astérix, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Alors là, autant vous le dire tout de suite, Astérix chez les Goths, c'est clairement l'album dont je ne me rappelle quasiment rien. Et pourtant, c'est le dernier que j'ai lu. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas continué mon marathon Astérix. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de m'y replonger, même en feuilletant quelques pages, je n'ai que très peu de souvenirs qui me reviennent, comme si je l'avais lu il y a des années alors que ça fait à peine quelques semaines, peut-être 2 ou 3 max, au moment où j'écris cette avis. Si, il y a une chose dont je me rappelle, c'est la fameuse blague de la porte de prison qu'Obélix explose pour ne pas s'enfuir, ce qui, je l'avoue, était assez drôle. Cependant, tout le reste, ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien dans cette histoire. Et pourtant, le dessin est vraiment top. Uderzo, là-dessus, continue de peaufiner son style, les planches sont super lisibles, expressives, et les personnages sont comme on les imagine. Visuellement, il n'y a rien à redire. Mais côté histoire, c'est le gros coup de mou. De mémoire, on ne voit quasiment pas la Germanie, ou alors très brièvement, et c'est dommage parce que sur le papier, l'idée de voir nos Gaulois chez les Goths, eh bien ça pouvait donner un dépaysement, comme avec Lutèce dans la Serpe d'Or, mais là rien de tout ça. On a l'impression d'être bloqué dans la forêt gauloise, encore, ou dans une prison. On a une espèce de mélange entre le premier et le second album, mais sans le sel de l'un ni de l'autre. On est encore en présence d'une histoire d'enlèvement, avec, c'est vrai, un voyage, mais moins marquant que Paris. Je me rappelle quasiment pas des nouveaux personnages, les Goths sont très caricaturaux, et pas dans le bon sens, c'est du cliché pur jus sans grande imagination. Aucun antagoniste qui sort vraiment du lot, pas de lieu marquant, pas de scène culte, sauf cette fameuse porte de prison encore une fois. Bref, un épisode qui, je trouve, est un peu paresseux, qui sent la redite, alors qu'on en est seulement qu'au 3e tome.
et j'espère que la suite sera plus sympathique, puisque là, c'était un peu léger pour me donner envie de continuer l'aventure. C'est pourquoi je voulais vous demander votre avis. Pour vous, quel est votre album d'Astérix préféré? Celui que vous me conseillez les yeux fermés. Dites-moi tout, j'ai envie de continuer la lecture avec de vrais bons classiques, puisque pour l'instant, la lecture d'Astérix est sur pause de mon côté. J'ai des tomes à lire, mais je sais pas lequel choisir. Par contre, j'ai vu des films, et des films d'animation. C'est pourquoi je vais vous en parler tout de suite. Astérix le Gaulois de 1967. C'est le premier film d'animation adapté de la BD. Donc forcément, on le regarde avec un peu de curiosité, et surtout, beaucoup d'indulgence. Visuellement, on sent que c'était les balbutiements en termes de production de films d'animation en Europe, et surtout pour la France. Si bien que c'est un studio belge qui va s'en charger, de manière très artisanale, avec l'ambition de suivre le chemin tracé par Disney, avec ses grands films d'animation qui avaient nettement plus de budget que pour ce premier Astérix. L'animation est très limitée, les plans sont très plats, toujours de profil, ça manque de fluidité, les dessins sont inégaux, et les proportions catastrophiques. Mais on retrouve l'histoire du premier album quasiment à la case près, sauf que ça suffit pas à en faire un bon film. C'est très scolaire, très fidèle, trop fidèle même, sans ajout, pas de mise en scène particulière et c'est dommage que l'animation n'apporte rien de plus qu'une BD. Bref, un film qui a surtout le mérite d'exister pour les plus curieux et les puristes, mais clairement pas un grand moment de plaisir en 2025. Ensuite, puisque Prime Video ne proposait que ça, j'ai regardé les 12 travaux d'Astérix, pour la énième fois. Puisque c'est sans doute le film d'animation de la série que j'ai le plus vu, puisqu'il passait tous les ans pendant les fêtes de fin d'année. Et là, on passe un cap en termes d'animation. C'est plus fluide, plus propre, il y a quelques idées visuelles et d'animation intéressantes et originales. On n'a pas l'impression de regarder une VHS d'un film réalisé par un studio d'animation du tiers-monde, payé par l'Europe ou les États-Unis, pour un film direct ou VHS dans les années 80 quoi. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le film n'est pas une adaptation directe d'un album, mais bien un scénario original. Et ça fait toute la différence. Chacune des 12 épreuves est l'occasion d'un gag culte. La maison qui rend fou, satire mythique de l'administration française qui est malheureusement toujours d'actualité. Le coup du fakir, les militants fantômes, le buffet à volonté, etc. Et tout ça dans un rythme quasi parfait qui fonctionne toujours en 2025. Bon, visuellement ça a quand même pris un coup de vieux, mais si on l'a connu à l'époque, ou que l'on arrive à passer outre, ça reste un classique indémodable qui mérite sa place dans la légende gauloise. Mais vu que je n'avais pas la possibilité de regarder les autres films d'animation de l'époque, comme Astérix et Cléopâtre, Le Coup du Menhir, etc., je suis donc parti du côté de Netflix cette fois-ci, pour revoir une nouvelle fois Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et que dire de cette petite merveille, si ce n'est qu'elle fait indéniablement partie des 7 merveilles du cinéma humoristique français. Si je devais garder un seul Astérix en live, ce serait celui-là, sans aucune hésitation. À l'époque déjà, je trouvais que Alain Chabat avait réussi à redonner son aspect cool au personnage d'Astérix, qui paraissait vieillissant et dépassé pour toute une génération. Si bien que suite à cette nouvelle popularité du personnage, une série de jeux vidéo est apparue l'année suivante du nom de Astérix et Obélix XXL. Et puisque j'étais en pleine hype autour d'Astérix, j'ai d'ailleurs joué à la version GBA de Astérix XXL, qui est incroyable, puisque le jeu est tout en 3D et que ça fonctionne vraiment bien. Puis j'en ai aussi profité pour enfin jouer au Astérix et Obélix XXL 3, le menhir de cristal, que j'avais acheté en solde il y a très longtemps. Et du coup, j'étais ravi, c'était bien sympa, surtout en coop. Mais pour revenir sur notre film, et conclure rapidement sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre que tout le monde a vu, je trouve que même avec ses 20 ans passés, il est toujours aussi drôle à voir. C'est une version originale et plus moderne d'Astérix. Et c'est aussi grâce à son casting quasi parfait, et à un Jamel Debbouze à son prime, même si j'ai jamais accroché avec cet artiste, que le film nous marque par ses dialogues et ses scènes cultes. Mais avec la sortie de sa série Astérix et le combat des chefs, Netflix nous a gentiment proposé Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dernier film live en date de 2023. Et là aussi le casting m'a marqué. Mais pas dans le bon sens cette fois-ci. Certainement l'un des pires films que j'ai pu voir. L'idée originale d'aller en Chine aurait pu être sympa, mais le film ne sait absolument pas où il va. Le scénario est creux, le casting est juste catastrophique. Un défilé de visages connus qui ne correspondent ni visuellement, ni dans le jeu des personnages de la BD. Les gags sont lourdeaux, aucune alchimie entre les personnages, et surtout, à cause d'un Astérix au chou. C'est un film qui se regarde par curiosité morbide, afin de voir comment vos personnages préférés vont être incarnés et démolis par une écriture et un casting complètement ratés. Du coup, il ne me restait plus qu'une seule façon de soigner mes blessures infligées par cet épouvantable film.
rendre visite au druide Astier, avec son premier film Astérix, le domaine des dieux. Et là, c'est un grand oui. Alexandre Astier réussit parfaitement à moderniser de nouveau Astérix, en s'éloignant beaucoup moins de l'univers d'origine que l'avait fait Chabat. Le film est magnifique visuellement, et c'est très bien rythmé. Les personnages sont respectés, l'humour fonctionne très bien, et même si ça a l'air d'être très fidèle à la BD qu'il adapte, on voit bien qu'Alexandre a apporté sa touche. Le thème du capitalisme qui envahit le village gaulois, c'est malin, et ça permet d'installer un vrai message sans être lourdeau. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Même si d'habitude je suis pas forcément fan de l'animation en 3D, j'aurais préféré de la 2D, surtout pour quelque chose qui adapte de la BD. Mais ça marche super bien, alors pourquoi pas? Et surtout, ça m'a donné envie d'enchaîner avec son second film, que je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de voir. Mais à en croire la bande-annonce, ça va encore être un grand moment de cinéma d'animation. Mais pour conclure cette partie cinéma, je vais vous donner mon avis très rapide concernant la dernière série animée en date, Astérix le combat des chefs, par Alain Chabat, disponible sur Netflix, puisque sans lui, cet épisode n'existerait pas. Car comme je vous l'ai dit au début du podcast, c'est suite au visionnage de la bande-annonce que j'ai eu une soudaine envie de me relancer dans l'univers du petit moustachu. Car oui, il y a des œuvres qui ne se contentent pas de nous divertir, mais qui réveillent quelque chose en nous, des souvenirs d'enfance, et l'envie de se replonger dans un univers que l'on a abandonné peut-être trop tôt, sans jamais lui laisser une seconde chance. Astérix et le combat des chefs fait partie de celle-là. Elle ne cherche pas à révolutionner l'univers gaulois, mais au contraire à l'honorer, à le faire vivre autrement, avec élégance, intelligence et émotion, en profitant de musique, d'animation, de voix et de rythmes imposés que ne dispose pas la bande dessinée. Visuellement, c'est magnifique. Et comme je vous le disais avant, je préfère de la 2D pour les adaptations de BD. Mais c'était tellement propre, l'animation est si fluide, les visages tant expressifs, que je ne pouvais que succomber au charme de cette série, qui devait initialement être un film. Mais si c'est autant réussi, c'est aussi grâce à une histoire et des dialogues parfaitement maîtrisés, en adaptant l'histoire originale sans jamais perdre les détails que l'on associe en général aux albums d'Astérix. Alain Chabat plus Astérix, forcément, l'humour est très présent, mais c'est bien moins les nuls que pour son film live. C'est beaucoup plus fin, jamais forcé, mais surtout, en plus de l'humour, il y a énormément d'émotions, d'action et même de mélancolie. Ce sont tous ces ingrédients qui donnent tout son goût à la série. La petite touche d'Omar et fraise qu'il fallait rajouter à la potion. Je n'avais jamais vu la relation d'Astérix et d'Obélix autant approfondie auparavant. On ne peut que s'attacher à nos deux héros, avoir de l'empathie et de la tendresse pour eux, au point qu'il en devient presque impossible d'avoir une préférence, tant nos deux compères fonctionnent comme un tout. Tatis. Du côté du casting, il est vrai que j'ai eu un peu de mal avec certains choix, puisque certains comédiens semblaient parfois prendre le pas sur le personnage. Et je pense notamment à Thierry Lhermitte en Panoramix, ou bien Jean-Pascal Zadi en Potus. Mais cette sensation s'est vite estompée une fois les 2 premiers épisodes passés. Les visages et les voix se sont accordés, et l'ensemble a pris tout son sens. En somme, c'est une belle réussite, à la fois respectueuse et moderne, drôle et touchante, et bourrée d'action avec une tonne de références. Et je pense notamment aux Avengers, avec le rassemblement, le bruit du marteau de Thor, etc. Les comics ne sont pas délaissés. Mais maintenant, ce que j'espère, c'est que nos Gaulois, à la manière de César, puissent profiter de Netflix pour conquérir le monde, afin que nos valeureux guerriers puissent continuer de résister à l'envahisseur. Ok. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode spécial Astérix du Podmax Comics. J'ai pris beaucoup de plaisir à replonger dans l'univers d'Astérix, à redécouvrir ses premières aventures, ses adaptations animées et ses tentatives, parfois réussies, parfois catastrophiques, d'exister à l'écran et en jeu vidéo. Comme quoi, même quand on pense avoir laissé une partie de notre enfance de côté, il suffit parfois d'un petit coup de menhir ou d'un soupçon de potion magique pour que la flamme se rallume. Et maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de me dire quel est votre album préféré d'Astérix. Est-ce que je dois courir lire Astérix le combat des chefs? Ou encore Astérix chez les Bretons? Je compte sur vous pour me guider. En attendant, si ce détour du côté de la BD franco-belge vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à partager l'épisode, à le noter 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, et pourquoi pas, à me soutenir financièrement sur Tipeee. Je réfléchis d'ailleurs à vous laisser la possibilité de me proposer des BD, comics ou mangas pour de futurs épisodes spéciaux, comme je viens de le faire ici avec Astérix, ou pour les épisodes précédents sur Frankenstein ou Flash Gordon, car vous avez l'air d'apprécier et surtout, ça permettrait de vous remercier encore une fois pour votre soutien, sans qui cette émission n'existerait pas. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Podmax Comics, où cette fois-ci je reprendrai sans doute mes lectures Made in USA. Sur ce, je vous dis encore merci, et à très bientôt, Terrien.
Fin de l'enregistrement.